c'est à mon tour de parler. Donc, comme je vous le disais, le lien qui est entre nous, c'est que nous travaillons tous sur la jeunesse des œuvres. Et je peux retrouver des éléments d'analyse ou de recherche chez Luc Vigier, des questions aussi que je me pose moi-même sur les fonds, les traces, la jeunesse des œuvres. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On parlait d'équipe, mais c'est déjà extrêmement intéressant de se retrouver au sein de l'ITEM, à parler de choses extrêmement différentes et avoir un lien entre nous et avoir les problématiques. Tu parlais d'encodage, on a les mêmes problématiques. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce que tu disais également, c'est que la génétique des œuvres littéraires a commencé il y a une trentaine d'années. Donc il y a des livres qui viennent par Pierre-Marc de Biasy qui concentre et qui synthétise toute l'histoire de cette méthode d'analyse des textes. Et en réalité, c'est extrêmement récemment que nous avons essayé d'appliquer cette lecture à d'autres écritures. Peut-être que le lien qu'on peut faire entre tous les domaines que l'on trouve, l'image, la musique, la bande dessinée, etc., ce sont que la danse, la peinture, tu parlais de musique, de gestes musical que le dessinateur avait trouvé pour exprimer son œuvre. Mais en réalité, moi, je parle souvent d'écriture qui peuvent se combiner. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça peut faire un lien avec l'encodage, justement, être un lien un peu virtuel entre toutes ces idées, mais qui, en fait, a une réalité propre. Alors, pour la jeunesse de l'opéra, c'est comme pour la bande dessinée, même si c'est un art qui est beaucoup plus ancré dans nos sociétés, puisqu'il a commencé au XVe, si je reviens aux premiers opéras, c'est quelque chose qui n'a pas... Alors, nous avons des histoires de l'opéra, nous avons des histoires des compositeurs, etc., mais nous n'avons pas, là aussi, du tout travaillé sur la jeunesse des œuvres, ou presque pas. Beaucoup de difficultés à cela. Il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de raisons à cela. D'abord parce qu'il y a une multiplicité de contenus pour créer un opéra. Alors on dit souvent un opéra de Verdi. Hier, il y a eu un opéra de Wagner, Lohengrin, qui a été donné à Nantes. Donc on dit l'opéra de Wagner, mais en réalité, il y a très peu de compositeurs qui ont écrit les livrets des œuvres. En réalité, c'est déjà au départ, comme pour un film d'ailleurs, au départ, une équipe qui travaille ensemble et qu'on a synthétisé dans le nom du compositeur. Alors ça, évidemment, ce sont des données historiques, parce que ce sont des liens qui ont des liens avec l'éditeur, qui sont souvent hystériques d'ailleurs, entre les compositeurs et les éditeurs ou les librettistes. Mais en réalité, le travail est le travail d'une équipe sur un multiple support, et qui peut être donc l'écriture musicale, l'écriture littéraire dans le livret, mais aussi la mise en scène à partir du XXe siècle, donc des images. Dans certains opéras du XIXe, il y avait des ballets, du XVIIIe, du XIXe, il y avait des ballets, donc l'écriture de la danse. Et donc ces multiples écritures se retrouvaient dans l'opéra. Et vous avez tout de suite compris la difficulté pour cet art, c'est essayer de synthétiser toutes ces écritures dans la quête de ce qu'a pu être la construction de l'œuvre, la jeunesse de l'œuvre. Et une des premières constatations très naïves que je me suis faite, c'est que j'ai appris l'histoire de l'opéra en disant, en entendant ce compositeur a commencé à écrire cette œuvre, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, en 1789, et puis la première a eu lieu 2 ans plus tard, etc. Mais quand on cherche dans les archives, on voit très bien qu'une œuvre n'est pas du tout, ne se compose pas de façon linéaire du tout. J'ai découvert qu'une œuvre pouvait avoir un début 10 ans plus tôt et ensuite être repris, avoir une influence, être modifié largement par le librettiste qui intervient lui-même dans la dramaturgie et dans la musique finalement. Sans parler du metteur en scène ensuite qui mettra la théâtralité en jeu sur scène et qui décidera lui aussi, qui parlera au compositeur et au librettiste en disant maintenant là ça ne fonctionne pas, le temps est trop long, trop rétréci, le public ne va pas comprendre. Donc en réalité toute œuvre d'art, opéra compris, ce n'est pas une suite linéaire, ça n'a rien à voir avec une suite linéaire et historique qu'on nous présente pour mieux qu'on comprenne l'œuvre et la temporalité d'une œuvre,
mais en réalité, la composition elle-même, la jeunesse de l'œuvre est un foutoir absolu, en général, et ce foutoir absolu se retrouve quand on recherche les traces. La difficulté d'un opéra, c'est que toutes ces traces autour de l'œuvre sont dispersées. Tu parlais d'un continent, c'est à peu près la même chose, parce que d'une œuvre de Verdi ou d'une œuvre de n'importe quel compositeur, vous pouvez avoir certaines partitions initiales qui sont dans une bibliothèque à Paris, puis d'autres qui sont à Vienne par je sais pas, n'importe quel truchement, ou je sais pas, à Turin. Donc déjà retrouver l'ensemble des traces d'un dossier génétique qui pourrait retracer l'œuvre dans ses multiples détails, sachant bien sûr qu'un dossier génétique n'est jamais exhaustif. On est toujours frustré parce qu'il nous manque toujours une pièce du puzzle, mais en réalité, pour essayer de retracer ce chemin, il est extrêmement difficile de rassembler l'ensemble. Et je dois dire que le numérique, pour le coup, est là aussi d'un usage très qui nous sauve, on peut dire ça, nous chercheurs autour de l'opéra, parce qu'on peut recentrer quelque part dans un espace virtuel toutes les traces qui sont disséminées dans le monde. Alors déjà, pour simplement cette simple expérience et ce simple résultat est une victoire pour nous, chercheurs, parce que nous pourrons consulter ensuite, il y a tout un travail de lien avec les bibliothèques, etc., mais nous pouvons imaginer que nous pourrons consulter toutes les pièces d'un dossier génétique de n'importe où parce qu'il a été rassemblé quelque part. Donc ça, c'est vraiment un succès. Alors, notre travail sur la jeunesse des opéras a commencé il y a quelques années par une équipe qui était à l'ITEM d'abord, et puis ensuite qui s'est développée à Nantes grâce à des programmes de recherche. Et nous avons essayé de nous rassembler plusieurs disciplines ensemble. Donc il y a des chercheurs en écriture, des chercheurs en musique, il y a des chercheurs en histoire de l'art. Il y a même un économiste, mais j'y viendrai plus tard, et bien sûr des ingénieurs et des chercheurs autour du numérique pour essayer de trouver un moyen de réaliser un processus qui nous permette d'utiliser ce processus pour n'importe quelle œuvre opératique. Ça, c'est notre ambition. Elle est importante, je trouve, parce que vous devez savoir qu'un opéra ne ressemble à aucun autre. Le compositeur peut lui-même être librettiste. Le compositeur peut avoir 3 librettistes les uns après les autres parce qu'il les a épuisés. Je pense à Puccini, par exemple, ou Verdi, qui avait plusieurs librettistes parce qu'il les épuisait. Un éditeur qui intervient, quelqu'un qui est dans un théâtre qui intervient également. Donc, tout dossier génétique est différent. Et notre ambition, c'était de trouver un moyen par une plateforme dont Richard ensuite vous parlera, qui est la plateforme Iman, de pouvoir trouver un encodage et une manière de travailler qui nous permettent de pouvoir inscrire n'importe quel dossier génétique et pouvoir avoir des balises, donc faire justement des comparaisons, etc., entre les œuvres qui nous permettent d'avancer dans la recherche. C'est une ambition assez importante, mais ce qui est intéressant dans cette ambition, c'est que nous renforçons là aussi, nous voyons que nous ne pouvons plus travailler tout seuls dans notre coin sur des œuvres, parce que nous pouvons parler de notre spécialité, mais nous ne pouvons pas comparer et faire un travail qui soit plus ambitieux. Donc nous essayons d'avoir cette équipe pluridisciplinaire, et pour le coup, le numérique, comme tu disais Luc, nous a permis d'encadrer, d'avoir ce point commun dans cette équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est une tendance, si je peux prendre un peu de recul, une tendance qui est vraiment de plus en plus flagrante dans la recherche et avec le numérique en particulier, parce que c'est ça qui fait lien, mais qui permet d'avoir des équipes, pour nous qui sommes des chercheurs en sciences humaines et sociales, pluridisciplinaires, et qui enrichissent notre travail et qui nous soutiennent également, parce que c'est un travail difficile et long. Donc c'est vraiment un changement, si on peut parler de changement de paradigme pour l'apport du numérique, à part les encodages, etc. C'est aussi tout simplement une démarche qui est en train de naître grâce à l'arrivée du numérique et qui nous permet d'avoir des équipes interdisciplinaires, pluridisciplinaires et d'être reconnus par les institutions
en tant que telle. C'est-à-dire que dans les demandes de financement, parce que vous savez que les chercheurs cherchent beaucoup d'argent avant de chercher des données, dans les programmes ANR, par exemple, ou des programmes plus locaux comme à Nantes, dont nous avons bénéficié, c'était des programmes spécifiques à équipe pluridisciplinaire qui nous a permis d'avancer. Donc cette démarche est en train de rentrer au sein des institutions et comme l'a dit Luc, le travail de recherche ne se limite plus à certains domaines, on va dire privilégiés, mais qui ne sont pas, qui sont plus académiques comme la littérature, etc. De plus en plus, on s'ouvre à d'autres domaines parce que les équipes sont elles-mêmes pluridisciplinaires. Vous savez, voyez, c'est un cercle vertueux. Donc ça permet vraiment des croisements et une amplification de la recherche et je trouve ça très très intéressant. La difficulté pour l'opéra résidait aussi dans le fait que très bizarrement, les opéras n'étaient pas, là je parle de théâtre des lieux, comme l'opéra à Nantes, Nantes-Angers Opéra, mais ça peut être aussi à Paris ou dans d'autres lieux, n'avaient pas l'habitude de garder les sources. Alors, il est vrai qu'à l'Opéra de Paris, la bibliothèque est dans l'opéra, donc il y a un service dédié. Et bien sûr, là, les dossiers de montage d'opéra à l'opéra même, Bastille ou Garnier, se retrouvent à la bibliothèque de l'opéra. Donc on peut tous aller voir des dossiers fantastiques avec la préparation, bien sûr, de livrets de la musique, mais aussi de toute l'organisation sur scène, puisque l'opéra est un art du spectacle. Donc les costumes, je vous donne des exemples, les costumes, les décors, les maquettes de décors, les dessins préparatoires. Donc vous avez des dossiers de préparation d'un opéra qui sont très très importants. Et Paris a cette chance d'avoir une bibliothèque qui permet de regrouper ces sources. Si on parle de Nantes, puisque je travaille en particulier avec Nantes-Angers Opéra, l'actuel directeur, Jean-Paul Davois, a été le premier à donner les traces, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait conserver à l'opéra, à Nantes, aux archives de Nantes, qui est le lieu privilégié pour conserver l'ensemble des données, et les travailler, et les contextualiser, etc. Donc tout le travail d'un bibliothécaire qu'un opéra ne pouvait pas réaliser. Il existe aussi des organisations nationales qui permettent de rassembler tout ce qui est le plus récent. C'est l'exemple de la ROF, la Réunion des Opéras de France, qui est une association qui a une dizaine d'années et qui permet de rassembler un certain nombre de fonds. Une association avec laquelle nous travaillons dans l'équipe. Vous voyez que là, vous avez aussi une nouveauté, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs sont liés de plus en plus à des institutions extérieures à l'université, mais aussi des associations qui sont liées à ce même travail. Et tous ensemble, nous essayons d'avancer. Et ça, c'est une grande avancée aussi, je pense, pour la recherche, qui est fondamentale, mais qui peut sortir aussi des murs, avant même de parler de valorisation. Donc ça, c'est très intéressant à avoir comme conclusion déjà à ce point. Donc la problématique autour de l'opéra, c'était de garder les traces et donc deux éléments, là en quelques années qui se sont dégagés, les archives locales ou nationales parfois et les associations qui en fait une association qui regroupe tous les opéras de France en réalité, qui synthétise ou rassemble toutes les données. Reste le fait que les compositeurs eux-mêmes ou les librettistes, même les plus contemporains, et je parlerai plus volontiers des contemporains, à Nantes, il y a régulièrement des créations à l'opéra. Un des opéras sur lesquels nous travaillons en ce moment, c'est Maria Repubblica, qui a été créé l'an dernier à Nantes. Il est assez difficile d'avoir les traces de la création de l'œuvre, parce que comme pour tout, bien sûr, écrivain actuel, contemporain, les chercheurs devraient demander en amont à n'importe quel artiste de garder trace de leur travail pour avoir nous-mêmes des traces ensuite à travailler, sur lesquelles pouvoir travailler. Car les artistes qui sont morts ou qui ont laissé des fonds dans des bibliothèques, ces fonds sont là à notre disposition. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles existent. Alors qu'avec dans la composition contemporaine, ce qui est assez intéressant et étrange, c'est qu'il y a la possibilité de garder de façon énorme des fonds,
et des traces de la composition et de la création, mais qu'en réalité, nous nous trouvons parfois devant un vide, c'est-à-dire que les compositeurs ou les librettistes n'ont pas gardé ou n'ont pas eu l'idée de garder les traces ou les fonds des œuvres. Et donc ça, c'est une modification là aussi de démarche que chaque artiste devrait faire pour que son œuvre demeure. Alors c'est une recherche en soi en fait historique de savoir qui garde en fait des lettres ou des fonds pour la postérité ou pas. Ça touche des choses très très intimes à un artiste. Est-ce qu'il compose pour le moment ou est-ce qu'il va composer pour la postérité? Alors déjà historiquement on sait que certains auteurs ont gardé tout et que certains auteurs ne gardent rien ou brûlent avant de disparaître un certain nombre de traces parce qu'ils veulent qu'il ne reste que l'œuvre définitive, finale. Donc c'est assez intéressant. L'an dernier, j'ai vu l'exposition David Bowie. J'ai été très étonnée de voir énormément de choses. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était à la Philharmonique l'an dernier. Il y avait énormément d'éléments, des traces de ses œuvres qu'il avait lui-même conservées. Donc c'était un personnage étrange qui était sur le moment, mais qui aussi voulait garder un certain nombre d'éléments de son patrimoine, en fait, de son œuvre. Donc on touche là quelque chose d'assez intime sur la génétique des œuvres contemporaines, qui est, comparé aux œuvres historiques, qui est de garder ou de demander aux artistes, parce que nous nous intéressons plutôt aux artistes, de garder, mais ça pourrait être n'importe qui, des intellectuels, des laboratoires de recherche, ça pourrait être des universités, ça pourrait être des châteaux, des musées, etc., de garder trace de façon officielle, régulière, organisée, des traces des œuvres qui sont composées ou des manifestations qui sont organisées. Et c'est vrai là aussi, l'autre nouveauté que j'ai vu également, c'est que les théâtres n'avaient pas l'habitude forcément de garder de façon régulière les traces de leur spectacle. Et si vous demandez au théâtre, dans n'importe quel théâtre, en réalité, là aussi, ça touche quelque chose qui est de l'organisation. On pense toujours à la prochaine saison, on pense toujours au prochain spectacle, mais on ne pense pas à garder des affiches ou des programmes qui sont à l'origine de l'œuvre ou qui sont juste dans le dossier génétique au moment de la première ou des post-productions ou des productions suivantes. Et donc là aussi, c'est une démarche que devraient avoir des institutions de garder de façon systématique ces éléments. Donc vous voyez un paysage qui, au départ, était, j'imaginais que j'allais pouvoir travailler autour de la génétique de l'opéra en allant toquer aux portes en disant « Avez-vous un dossier génétique de cette œuvre contemporaine qui a été créée l'an dernier ?» Eh bien, j'ai été très surprise de voir que les dossiers n'étaient pas forcément montés ou mis dans un endroit où on pouvait les garder et les consulter de façon assez facile. Et ça, c'est une difficulté alors, à part la difficulté de la multiplication des sources et des traces, la seconde difficulté est donc celle de trouver les traces, même des traces ultra-contemporaines. Donc ça, c'est des choses, des éléments qui, pour la génétique de l'opéra, sont intéressants. Alors, je parlais de ce programme de recherche qui a commencé il y a quelques années, et je ne parlerai pas évidemment de la recherche des sources, que je vous le disais, qui est difficile. Parfois, je vous parlerai simplement des premières cartes que nous avons élaborées avec Richard Walter, ici présent, pour essayer de se formuler une image de ce que pouvait être une recherche de source d'un opéra. Alors là, c'est un opéra qui s'appelle Conchita, d'un compositeur italien que moi j'aime bien, qui est du début du XXe, qui s'appelle Riccardo Zandonai, qui est un peu un vériste pompier, on va dire, assez sympathique. Mais Conchita, c'est une espèce de Carmen moderne, sadomaso. Ça, c'est pour l'œuvre. Mais vous voyez qu'autour de la création de l'opéra de 1911, si on met l'ensemble enfin, ce n'est pas l'ensemble, c'est une partie des éléments sources qui peuvent nous être utiles pour la recomposition de l'œuvre et de sa réalisation, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Il y a bien sûr le livret, mais le livret part d'une œuvre écrite, qui est un roman, qui est lui-même une traduction d'un roman français. Ensuite, il y a une réduction théâtrale.
Le librettiste s'est inspiré du roman à la fois et du livret, de la réduction théâtrale pour réaliser le livret final, qui n'a pas été fait en une seule étape, mais en plusieurs. Ce livret, comme la musique qui a été composée par Riccardo Zandonai pendant plusieurs années, a été récupéré ensuite par l'éditeur, qui en a fait des transcriptions, pour les vendre bien sûr, mais des transcriptions, des partitions bien sûr complètes. Il y a eu énormément de notes aussi sur le dispositif scénique. J'en parle, c'est des meilleurs. Donc vous voyez que pour retracer la jeunesse de ces simples opéras, et bien sûr tout cet ensemble de traces ne se trouve pas à la bibliothèque Riccardo Zandonai qui porte son nom à Rovereto, qui est un magnifique petit village dans les Dolomites. Je vous conseille d'aller voir le Trentin, c'est une région merveilleuse. Mais à part ça, le reste des pièces se trouvent à Milan, à Turin, à Rome. Donc une multiplication. Nous avions essayé de faire une autre cartographie pour essayer de nous représenter les différentes réécritures, parce qu'il y a eu des modifications. Dans un opéra, une œuvre n'est jamais figée, non pas simplement parce qu'elle est redonnée sur scène, mais parce qu'il peut y avoir des modifications post-première représentation. Par exemple, un autre compositeur de la même époque qui s'appelle Mascagni avait composé une œuvre en 5 heures, et les critiques avaient été tellement virulentes sur cette œuvre, des critiques qui étaient très dures à l'époque, qui écrivaient « mais coupez, on n'en peut plus », etc., que Mascagni avait dû réduire son opéra de 5 heures en 2 heures et demie. Donc une des modifications, après critique, assez forte. Ça n'arriverait pas à Wagner, qui fait une œuvre en 5 heures. C'est autre chose. Bon, autre cartographie, simplement pour vous donner les premiers éléments. Et puis, on a une tentative de dossier génétique. Donc, je vous rappelle, le dossier génétique, c'est l'ensemble des traces que l'on peut retrouver sur une œuvre avant la première pour l'opéra, au moment de la première, bien sûr, et ensuite les nouvelles créations. Là aussi, je n'en ai pas parlé, mais on ajoute aux écritures musicales et du livret, on ajoute également tout ce qui peut permettre la mémoire de l'œuvre, puisque vous savez que l'art du spectacle, c'est aussi une œuvre représentée une fois. Il n'y a jamais 2 représentations qui sont semblables, donc normalement dans l'idéal il faudrait avoir une captation de toute représentation, mais on essaye de mettre dans les dossiers génétiques les enregistrements audio et vidéo qu'on peut retrouver, en plus des images de scène, des images des décors. Vous avez peut-être à l'esprit ces images où on voit les chanteurs poser fièrement avec les costumes de scène, vous voyez, du début du siècle, elles sont merveilleuses. Et elles sont trompeuses parce qu'elles nous permettent de reconstituer les costumes et les œuvres, des œuvres, et puis les costumes pour une représentation, mais en réalité, elles n'ont pas été prises au moment de la représentation. C'est souvent préparé chez un photographe avec une certaine lumière. Les poses ne sont pas celles du tout, elles sont expressives, mais elles ne sont pas celles du tout que les chanteurs ont utilisées pendant la représentation, et elles servaient plutôt de cartes publicitaires et de cartes postales qu'on envoyait aux uns et aux autres. Donc là, je vous ai mis... alors, on a essayé avec... donc, la première partie du programme de recherche a été d'essayer de trouver une schématisation d'un dossier génétique qui puisse être appliqué à n'importe quelle œuvre. Et ensuite, dans la deuxième partie de notre recherche, c'est donc la plateforme Iman dont vous parlera Richard Walter. Nous avons essayé de trouver là aussi tous les éléments qui pouvaient apparaître comme des éléments sources qu'on pourrait définir. Donc il y a toute une liste. Alors, simplement vous montrer l'ensemble, alors entre les sources écrites, les sources musicales, les traductions, puisque un opéra peut être traduit dans plusieurs langues, les phases génétiques avant et après pendant, etc., les épistolaires, donc les lettres, cartes postales, billets, etc. On a essayé de définir tout élément, et là il n'y a pas encore toute la liste, tout élément qui pourrait correspondre à une source. Alors tout ça dans l'idée toujours d'avoir une plateforme qui peut être applicable, enfin utilisable par n'importe quel chercheur qui fait une recherche sur un opéra. Et ça, je pense que la liste n'est pas encore tout à fait définitive.
Et je vais conclure parce que ça serait, je pourrais en parler pendant des heures. Je voudrais conclure simplement en disant que la troisième découverte, ce n'est pas une découverte, mais nous sommes rendus compte que l'évolution du numérique nous a permis, donc, comme je vous le disais, de pouvoir regrouper un certain nombre de traces dans un espace virtuel qui est un moyen excellent pour nous de retrouver l'ensemble d'un dossier génétique, nous a permis de faire des équipes pluridisciplinaires et transdisciplinaires et multidisciplinaires. Il y a au moins beaucoup de disciplines qui sont dans ces équipes, d'essayer de tenter de trouver des schémas qui puissent s'appliquer à différentes œuvres. Donc ça, je pense que ça, c'est une avancée intéressante. Et la dernière chose que nous avons découvert, c'est que le numérique qui se développe de façon exponentielle a modifié la composition elle-même de l'œuvre. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la modification du numérique va modifier sans doute la façon de faire, c'est-à-dire que les auteurs vont sans doute de plus en plus conserver les traces de leurs œuvres pour qu'elles soient ensuite soit vendues, d'ailleurs, soit travaillées par des chercheurs. Mais une des choses qui arrive également, c'est que la numérisation des éléments, des traces que nous faisons de façon régulière, c'est-à-dire les partitions, etc., désormais va être remplacée par une recherche de collecte de ces mêmes manuscrits, traductions, musiques qui ont elles-mêmes été composées directement sur du numérique. Alors ça peut vous sembler évident, mais pour nous chercheurs, c'est une modification de paradigme très très important. C'est-à-dire que notre travail premier qui était d'essayer de retrouver, de numériser finalement beaucoup d'éléments qui n'ont pas été encore numérisés par les bibliothèques, va passer à une autre étape, c'est-à-dire de rassembler des documents déjà numérisés, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes confrontés par contre à une démultiplication des éléments et à une recherche de l'élément source. Parce que si nous cherchons par exemple un manuscrit qui est introuvable, que nous retrouvons sur le net, nous ne sommes pas arrivés au premier manuscrit, nous sommes arrivés à un élément qui a été mis sur le net. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à la source, à l'élément source. Et ça va être une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut retrouver l'élément source appartenant au librettiste qui va nous le donner directement et non pas le retrouver par un autre biais. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une modification de paradigme de la recherche qui est à son début, c'est-à-dire comment faire pour travailler, pour retrouver les traces, pour les garder et pour ensuite pouvoir les transcrire et les retravailler et trouver des balisages qui soient adéquats. Voilà.